Tu travailles, encore et encore. Tu donnes tout. Et pourtant, à la fin du mois, il ne reste rien. Pas d'argent en plus. Juste de la fatigue. Une fatigue profonde, presque mentale. Le genre qui te vole ton énergie, ton temps libre, ta vie sociale. Les factures ne se contentent plus de tomber. Elles dictent ton rythme, elles sabotent tes projets, elles grignotent ton quotidien. Et là, une question commence à tourner en boucle dans ta tête. Pourquoi est-ce qu'on travaille autant qu'il y a 20 ans, alors que vivre semble infiniment plus difficile aujourd'hui? Si cette question te traverse l'esprit, alors ce sujet te concerne directement. Pendant longtemps, on nous a enseigné une règle simple, presque rassurante. Si ton loyer représente environ un quart de ton revenu, tout va bien. Tu es dans les clous. Tu avances. Mais aujourd'hui, dans de nombreux États, près de la moitié du salaire disparaît juste pour une chose essentielle, rester à flot. Un toit, une assurance, de l'électricité pour allumer la lumière le soir. Rien de luxueux. Juste le minimum vital. On ne parle même plus d'épargner ou de préparer l'avenir. Il s'agit désormais de ne pas glisser. De tenir. Et le constat est brutal. Les salaires montent, oui, mais lentement. Pendant ce temps, le coût de la vie, lui, s'emballe. Résultat, l'écart se creuse, et c'est la classe moyenne qui encaisse le choc. Pas les ultra-riches. Pas ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens. Mais ceux qui respectent les règles, paient leurs impôts, travaillent dur et vivent sobrement. Ce propos n'est pas une attaque contre les États-Unis. C'est une interrogation inconfortable. Une vraie. Si travailler dur ne suffit plus pour vivre correctement, alors où se situe réellement le problème? Pour y répondre, regardons de près 10 États où la vie devient, discrètement mais sûrement, de plus en plus difficile à supporter. Commençons par un endroit qui a longtemps fait rêver des millions de personnes, la Floride. La Floride, c'était le fantasme américain par excellence. Le soleil, des impôts plus légers, une impression que la vie était plus simple. Un État où, avec un salaire annuel autour de 60 000 ou 65 000 $, on se disait, ça va aller. Et pendant longtemps, c'était vrai. Puis, sans bruit, sans alerte, quelque chose a commencé à exploser. Plus vite que l'immobilier. Plus froidement que l'inflation. Les assurances. Pas l'assurance santé. L'assurance habitation. Un poste obligatoire. Non négociable. Impossible à contourner. Dans de nombreuses zones de Floride, les primes ont doublé, parfois triplé, en seulement quelques années. Là où tu payais 1200 cents ou 1500 $ par an, voir apparaître une facture à 3000 ou 4000 $ est devenu presque banal. Imagine ça une seconde. Chaque année, tu travailles l'équivalent de 2 ou 3 mois de facture d'électricité, uniquement pour avoir le droit de rester chez toi. Alors oui, les revenus augmentent un peu. Mais les charges fixes, elles, ne montent pas progressivement. Elles bondissent. Sans prévenir. Sans négociation. Loyer. Assurance. Taxes. Frais de copropriété. Électricité. Avec la climatisation presque toute l'année. Pris séparément, ça passe encore. Mais ensemble, c'est comme une pression constante. Silencieuse. Régulière. Mois après mois. Le vrai problème en Floride, ce n'est pas la pauvreté. C'est l'asphyxie. Tu ne peux pas réduire l'assurance. Tu ne peux pas dire on verra le mois prochain. Tu ne peux pas sauter une facture. Et c'est là que le malaise s'installe. Ceux qui font tout correctement commencent à douter. Ils travaillent. Ils paient à temps. Ils ne dépensent pas n'importe comment. Et pourtant, une question dérangeante surgit. Où est-ce que j'ai raté quelque chose? L'ironie est cruelle. La Floride continue de se vendre comme un paradis pour retraités. Mais de plus en plus de quadragénaires et quinquagénaires se retrouvent coincés dans un entre-deux dangereux. Trop riches pour recevoir de l'aide. Pas assez à l'aise pour se sentir en sécurité. Tu ne manques de rien. Mais tu es toujours tendu. Toujours sur tes gardes. Toujours à anticiper la prochaine facture. Alors, pose-toi cette question. Si un endroit offre des revenus corrects, mais que le coût de la vie grimpe plus vite que les salaires, est-ce encore un bon endroit pour vivre? Certes, la Floride a encore ses hivers doux. Mais l'état suivant sur la liste va montrer ce qui se passe quand la pression financière s'ajoute à la pression climatique. Direction la Californie. Pendant longtemps, la Californie incarnait la promesse ultime. Tu travailles dur, tu progresses, tu réussis. Un salaire à 6 chiffres était le symbole clair d'une vie confortable. 90 000, 100 000, 120 000 $ par an, c'était la réussite. Puis la réalité a rattrapé le mythe. Un salaire élevé ne garantit plus une vie sereine. En Californie, ton revenu ne disparaît pas d'un coup. Il est découpé. Méthodiquement. Légalement.
le logement, les impôts d'État, l'électricité, l'essence. Et maintenant, un nouveau facteur anxiogène, l'assurance habitation dans les zones exposées aux incendies. Dans certaines régions, les assureurs refusent de renouveler les contrats. Pas parce que tu as fait une erreur, mais parce que l'endroit où tu vis est désormais jugé trop risqué. Imagine la situation. Tu gagnes 100 000 $ par an. Sur le papier, c'est impressionnant. Mais après les prélèvements, le loyer, l'énergie, les assurances, ce qu'il reste n'est pas de l'épargne. C'est de l'inquiétude reportée. La Californie ne t'appauvrit pas brutalement. Elle t'épuise lentement. C'est une douleur silencieuse, typique de la classe moyenne. Tu n'es plus assez jeune pour tout risquer. Pas encore assez vieux pour lever le pied. Tu devrais être dans ta phase la plus stable. Et pourtant, tu stagnes. Pire, parfois tu recules. Là encore, l'ironie frappe fort. La Californie continue de vendre l'innovation, la créativité, le progrès. Mais pour beaucoup, ce rêve ne suffit plus qu'à payer les factures du mois. Pas parce qu'ils gaspillent, mais parce que le coût de la vie est calibré pour des revenus encore plus élevés que ce qu'on imagine. Et une question revient, obsédante. Si je gagne plus que mes parents, mais que je vis plus modestement qu'eux, où est passé le progrès? Peut-être que la Californie ne brûle pas seulement à cause des forêts sèches. Peut-être qu'elle brûle aussi à cause d'un modèle où les revenus avancent moins vite que les risques et les coûts de survie. Et si tu penses que le problème se limite au logement, attends de voir ce qui se passe quand la chaleur devient extrême, et que les salaires, eux, restent figés. Bienvenue en Arizona. L'Arizona ne promet pas la richesse. Il promet le confort de départ. Des maisons plus abordables qu'en Californie. Une fiscalité raisonnable. Un cadre qui semble logique pour quelqu'un qui gagne un salaire moyen et cherche une vie tranquille. Sauf que le corps humain ne vit pas de ce qui semble raisonnable. En Arizona, l'été n'est pas une saison. C'est une condition de survie. Quand le thermomètre dépasse les 110 degrés Fahrenheit, la climatisation n'est plus un luxe. C'est ce qui te permet de dormir, de travailler, de rester en bonne santé. Et quand la clim devient vitale, la facture d'électricité cesse d'être un détail. Pour simplifier les choses, disons-le clairement, dans certains endroits, vivre coûte désormais plus cher que travailler ne rapporte. Imagine un instant l'été en Arizona. Chaque mois de chaleur, tu ne paies pas simplement une facture d'électricité. Tu paies pour que ton corps continue de fonctionner normalement. Pour pouvoir dormir. Pour rester concentré. Pour éviter l'hôpital. La climatisation n'est pas un confort, c'est une nécessité vitale. Et pendant ce temps-là, ton salaire, lui, ne bouge pas. Il reste exactement le même. Mais le coût de la survie, lui, grimpe sans demander la permission. L'électricité explose. L'eau coûte plus cher. Les maisons s'usent plus vite sous la chaleur. Les voitures aussi. Même la santé se dégrade plus rapidement. Et c'est là que le système montre ses limites. Le revenu moyen ne prend jamais en compte le prix biologique d'être humain. L'Arizona ne t'appauvrit pas avec le logement. Il t'épuise avec une accumulation de petites dépenses répétitives, directement liées au simple fait de survivre à l'été. C'est là que le malaise frappe les Américains d'âge mûr. Tu n'es plus assez jeune pour encaisser la chaleur sans conséquence. Mais pas encore assez vieux pour tout quitter et recommencer ailleurs. Tu arrives à un âge où ton propre corps commence à t'envoyer des factures. Et le système ne prévoit rien pour t'aider à les régler. L'ironie de l'Arizona est frappante. Longtemps présenté comme un état abordable, il cache une réalité simple. Les températures extrêmes ont transformé la vie quotidienne en coût fixe. Tu ne dépenses pas de manière excessive. Tu allumes juste la clim. Tu bois suffisamment d'eau. Tu essaies juste de dormir correctement. Et une question finit par surgir, discrète mais implacable. Si vivre demande plus d'énergie, mais que le salaire reste identique, qui paie la différence? L'Arizona n'est pas l'endroit où le système trahit le plus brutalement. Mais il révèle quelque chose de profondément inquiétant. Quand le climat change et que les salaires stagnent, c'est le corps humain qui encaisse en premier. Et l'état suivant va montrer ce qui se passe quand les risques liés aux infrastructures sont directement transférés aux citoyens. Pendant que les factures, elles, continuent d'arriver à l'heure. Le Texas, lui, sait vendre une histoire séduisante. Faibles impôts. Beaucoup d'emplois. Des opportunités partout. Un endroit où, avec un revenu de classe moyenne, tu as l'impression de faire un choix intelligent. Et sur le papier, ce n'est pas faux. Mais le Texas fonctionne différemment. Ici, tu ne paies pas seulement pour vivre. Tu paies pour prendre des risques. Les salaires ne sont pas bas. Beaucoup de familles vivent correctement. Mais en échange, le message est clair. S'il se passe quelque chose, c'est à toi de gérer. L'exemple le plus parlant, c'est l'électricité.
Tant que tout va bien, la facture reste raisonnable. Mais dès que la météo sort de la norme, une vague de chaleur prolongée, un froid inhabituel, le prix explose. Pire encore, parfois le courant devient instable, et tu continues quand même à payer. Pour faire simple, ailleurs, tu paies plus d'impôts pour ne pas t'inquiéter. Au Texas, tu paies moins d'impôts, mais tu dois acheter ta propre sécurité chaque mois. Générateur de secours. Meilleure isolation. Assurance plus élevée. Équipement plus résistant. Rien de tout cela n'est du luxe. C'est de l'autodéfense. Et c'est une situation très familière pour les Américains d'âge mûr. Tu ne vis pas de façon irresponsable. Tu ne gaspilles pas. Tu essaies juste de combler les vides laissés par le système. Le Texas est souvent présenté comme l'État de la liberté. Mais cette liberté a une condition implicite, avoir suffisamment d'argent pour se protéger contre l'imprévu. Ton salaire suffit quand tout est parfait. Mais la vie est rarement parfaite. Et quand les risques d'infrastructure sont transférés de l'État à l'individu, ce n'est pas seulement ton argent qui s'érode. C'est ton sentiment de sécurité. Tu finis par te demander, si je fais tout correctement et que je dois quand même toujours me préparer au pire, est-ce que j'achète vraiment de la stabilité ou est-ce que je la loue mois après mois? Le Texas n'est pas pauvre. Mais il illustre une tendance inquiétante. Le revenu ne couvre plus les risques de la vie. Et l'état suivant va montrer ce qui se passe quand les revenus sont plus faibles, sans que les risques diminuent pour autant. La Louisiane n'est pas un endroit où l'on vient pour devenir riche. La plupart des gens veulent juste une chose très simple, vivre tranquillement. Le revenu moyen y est inférieur à la moyenne nationale. Pas catastrophique, mais clairement pas confortable. Un niveau de vie gérable, tant que tout va bien. Le problème, c'est qu'en Louisiane, le normal n'existe plus. Les inondations ne sont pas exceptionnelles. Les tempêtes ne surprennent plus personne. Résultat, l'assurance habitation n'est plus un filet de sécurité. C'est devenu une dépense fixe, lourde et en constante augmentation. Beaucoup de familles paient parmi les primes d'assurance les plus élevées du pays, avec des salaires qui n'évoluent presque pas. Visualise la situation. Tu gagnes de l'argent dans un état à faible revenu, mais tu paies des assurances comme si tu vivais dans une zone à très haut risque. Les habitants le ressentent profondément. Ils ont fait les bons choix. Une maison abordable. Des dettes maîtrisées. Rien d'excessif. Et pourtant, une seule tempête un peu plus violente suffit à faire s'effondrer tous les calculs. Les primes augmentent. La valeur des biens baisse. Les réparations ne sont jamais totalement couvertes. Le piège est là. Tu ne peux pas abandonner ton assurance. Tu n'as pas les moyens de déménager hors des zones à risque. Et vendre la maison, c'est accepter une perte. Ce n'est pas spectaculaire. Pas bruyant. Mais il n'y a pas d'issue. En Louisiane, tu n'es pas assez pauvre pour être aidé. Pas assez riche pour te sauver seul. Tu restes coincé entre revenus modestes et dépenses incontournables. Et la question obsède beaucoup de gens. Si un seul événement naturel peut effacer des années d'efforts, peut-on encore parler de stabilité? La Louisiane révèle une facette glaçante de l'Amérique actuelle. Quand le revenu ne crée aucun tampon, le moindre risque devient une condamnation financière. Et le prochain État va pousser cette logique encore plus loin. Le Mississippi n'est pas cher de manière spectaculaire. Pas de restaurant hors de prix. Pas de facture d'électricité choquante comme dans le désert. Mais il a un problème bien plus dangereux. Ici, il n'y a aucune marge d'erreur. Le revenu médian y est l'un des plus bas du pays. Tout le monde n'est pas pauvre, mais beaucoup vivent juste assez, tant que tout se passe comme prévu. Et on le sait tous, la vie ne se déroule presque jamais comme prévu. Même si le coût de la vie est plus bas qu'en Californie ou à New York, le Mississippi montre une vérité brutale. Quand le revenu est trop faible, la moindre secousse peut faire basculer toute une existence. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que même ici, le rapport entre le coût de la vie et les revenus reste extrêmement tendu. Quand tu gagnes 3000 $ par mois, il suffit de 300 $ de dépenses imprévues, une voiture en panne, une facture médicale, une réparation à la maison pour que tout l'équilibre s'effondre. Au Mississippi, les gens n'ont pas peur des grosses dépenses. Ils ont peur des dépenses inattendues. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réserve. Pas de vrai fonds d'urgence. Aucun matelas sur lequel retomber sans se casser. Ici, le point de douleur est limpide. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu n'as pas vécu au-dessus de tes moyens. Tu n'as pas abusé du crédit. Tu as été prudent. Mais le système ne récompense pas la prudence. Il suffit d'un seul faux pas. C'est le paradoxe du Mississippi. La vie semble peu chère, mais le prix de l'erreur est énorme. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ici ne disent pas qu'ils sont pauvres. Ils disent qu'ils sont fatigués. Fatigués de tout calculer. Fatigués de ne jamais pouvoir lâcher la pression. Alors la question se pose naturellement.
Dans un endroit où un simple incident peut anéantir toute stabilité, est-ce vraiment un lieu où l'on peut construire une vie? Le Mississippi met en lumière une vérité dérangeante de l'Amérique actuelle. Quand le revenu est trop bas pour créer une protection, le travail acharné ne suffit plus. Et l'État suivant risque d'en surprendre plus d'un. Parce qu'ici, les salaires sont bien plus élevés, mais l'étouffement est tout aussi réel. New York. Dans l'imaginaire collectif, New York rime avec argent et opportunité. Si tu gagnes 70 000, 80 000, voire 100 000 $ par an, de l'extérieur, ça paraît confortable. Mais vivre à New York assez longtemps t'enseigne une autre réalité. Un revenu élevé ne signifie pas avoir de l'argent en trop. Dans de nombreuses zones, louer un simple appartement d'une chambre coûte entre 1500 cents et 2500 $ par mois. Et on ne parle même pas de Manhattan. Juste d'un endroit suffisamment éloigné pour être vivable et suffisamment proche pour aller travailler chaque jour. Fais le calcul. À ce niveau de loyer, la moitié, parfois plus, de ton revenu net disparaît dès le début du mois. Pas parce que tu dépenses trop, mais parce que tu as besoin d'un endroit pour dormir. Ajoute à cela les impôts, impôts de l'État, impôts de la ville, taxes indirectes intégrées dans chaque achat. New York ne te surprend pas. Elle prélève méthodiquement, régulièrement, systématiquement. L'ironie est frappante. New York oblige beaucoup de personnes dans la quarantaine ou la cinquantaine à vivre comme des étudiants permanents. Toujours locataires. Peu ou pas d'épargne. Sans certitude sur le futur. La ville se vante d'être celle de l'ambition. Mais pour beaucoup, l'ambition ne permet plus d'avancer. Juste de tenir. Ne pas tomber. Payer. Tu fais tout correctement. Diplôme. Expérience. Travail sérieux. Et pourtant, chaque fois que tu regardes ton compte bancaire, un malaise s'installe. Tu gagnes plus que tes parents. Mais pourquoi ne te sens-tu pas mieux? Peut-être parce qu'à New York, on ne vend pas seulement des logements. On vend le droit de rester. Mois après mois. Et quand ce droit devient trop cher, la ville n'a même pas besoin de te chasser. Tu pars seul. Épuisé. Alors pose-toi cette question. Dans un endroit où un haut revenu sert uniquement à payer le loyer et les taxes, que reste-t-il pour vivre? New York illustre parfaitement un paradoxe moderne. On peut très bien gagner sa vie, sans jamais t'acheter la stabilité. Et le prochain État va prouver qu'on n'a pas besoin de mégapoles ou de foules immenses pour que le coût de la vie devienne hors de portée. Washington. Autrefois, Washington était perçu comme un État équilibré. Moins glamour que la Californie. Moins cher que New York. Un endroit où, avec un emploi stable et du sérieux, on pouvait vivre correctement. Puis la technologie est arrivée. Rapidement. Silencieusement. À mesure que les grandes entreprises technologiques se sont développées, les salaires les plus élevés ont redéfini le marché. Les revenus ont tiré les prix vers le haut. Le logement a suivi. Puis les loyers. Puis les services, les taxes, les charges. Tout s'est ajusté à une nouvelle norme. Le problème, tout le monde n'est pas payé selon cette norme. À Washington, tu peux avoir un emploi respectable dans l'éducation, la santé, la construction, le secteur public. Tu travailles dur. Tu paies tes impôts. Mais ton salaire ne suit pas le marché immobilier. Pour simplifier, certains sont payés comme s'ils vivaient déjà dans le futur, pendant que les autres paient ce futur avec leurs revenus actuels. C'est une stratification par les prix, pas par la loi. La technologie promet efficacité et progrès. Mais pour beaucoup à Washington, le futur est arrivé sous forme de facture, pas d'augmentation. Tu n'es pas pauvre. Tu n'as pas échoué. Tu n'appartiens simplement pas au groupe pour lequel le système a été conçu. Et une question revient de plus en plus souvent dans les discussions du quotidien. Si un État prospère mais que seuls quelques-uns peuvent en profiter, à qui sert vraiment ce progrès? Washington nous enseigne une leçon très moderne. Quand le coût de la vie est dicté par les plus hauts revenus, les autres sont lentement poussés vers la marge, sans avoir rien fait de mal. Continuons avec un État où les coûts ne viennent pas de la technologie, mais de la géographie elle-même. Hawaï. Dans l'imaginaire américain, Hawaï est une récompense. Un lieu pour ralentir. Pour profiter après une vie de travail. Mais vivre à Hawaï et bien vivre à Hawaï, ce sont deux réalités totalement différentes. Hawaï n'est pas cher par ambition. Il est cher par nécessité géographique. Tout arrive par la mer. Nourriture, carburant, matériaux. Même les produits les plus basiques transportent un coût invisible. Les revenus locaux, eux, ne sont pas beaucoup plus élevés que sur le continent. Beaucoup travaillent dans les services, l'éducation, la santé. Des emplois stables, corrects, mais ils achètent l'essentiel à des prix pensés pour les touristes, pas pour les résidents. La dépendance d'Hawaï signifie qu'à la moindre fluctuation extérieure, la vie devient plus chère. Le carburant augmente ailleurs. Les factures montent d'abord ici.
Problème de chaîne d'approvisionnement? Ça se ressent directement dans le panier de courses. C'est ironique. Hawaï évoque la liberté, l'océan, l'horizon. Mais la vie de ceux qui y travaillent est étroitement liée à des facteurs qu'ils ne contrôlent pas. Beaucoup de familles vivent ici depuis des générations. Elles ne veulent pas partir. Elles n'en ont juste plus les moyens. Et la question devient inévitable. Si un endroit est magnifique à visiter mais trop cher pour y vivre, peut-on encore l'appeler un foyer? Et enfin, le dernier état de cette liste. Le Nevada. Le Nevada est l'exemple le plus clair d'un problème très contemporain. Ce n'est pas un état pauvre. Le travail existe. Mais tout avance trop vite, sauf les salaires. Las Vegas, Reno, les villes alentours se sont développées à une vitesse impressionnante. Population en hausse. Construction en série. Routes élargies. Vue de l'extérieur, c'est une réussite. Mais quand on y vit, on voit autre chose. La vie quotidienne avance plus vite que ce que le revenu moyen peut suivre. Les salaires sont au niveau médian, pas catastrophique, mais pas suffisant pour encaisser la nouvelle vague de coûts. Pendant ce temps, le logement grimpe. L'eau et l'électricité deviennent de lourdes charges, surtout dans un climat chaud et sec. Ce qui était autrefois basique devient une dépense majeure. Le Nevada ne te force pas à être riche. Mais il cesse de te permettre de vivre confortablement avec un revenu moyen. L'urbanisation rapide fait monter les prix. Les services augmentent d'abord. Les taxes indirectes suivent. Le salaire, lui, arrive en dernier, quand il arrive. Autrefois, le Nevada respirait mieux que la Californie. Aujourd'hui, il en subit la pression, sans en avoir les salaires. Tu ne rates rien. Tu fais ce qu'il faut. Mais le système va plus vite que toi. Et c'est pour cela que le Nevada arrive en tête de cette liste. Pas parce que c'est le pire, mais parce qu'il montre le plus clairement la direction prise par beaucoup d'autres États. Les villes continuent de grandir. Les opportunités sont toujours mises en avant. Mais la vie de classe moyenne s'amincit, lentement, sûrement. Et c'est là qu'il faut poser la question centrale de cette vidéo. Si les revenus ne suivent plus le développement, pour qui construit-on vraiment ces villes ?